tous, c'est Ilyes et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief de l'UFC 295 qui vient de se terminer il y a quelques instants. Alors j'ai envie de commencer en parlant de la prestation de Benoît Saint-Denis. Benoît qui a endossé le rôle d'installateur de clim au Madison Square Garden. Il a éteint les lumières de Matt Frevola. Matt Frevola, combattant américain, qui évolue en plus de cela véritablement à domicile parce que c'est un New-Yorkais. Il évoluait sous le regard de son public. Il était soutenu par les nombreux fans présents au Madison Square Garden. Benoît Saint-Denis en terrain hostile, ça ne l'a pas empêché d'infliger un gros KO à Matt Frevola. On sort d'une phase au sol, ça part en clinch entre les deux combattants. Le clinch est rompu, Matt Frevola essaie de s'enfuir et Benoît Saint-Denis le cueille à froid avec un high kick du gauche terrifiant en plein dans le visage et l'arbitre qui est obligé de mettre un terme aux hostilités pour éviter à Matt Frevola de se prendre trop de punishment. Matt Frevola qui pourtant est un combattant extrêmement dangereux, extrêmement puissant notamment avec ses points. Il restait sur 3 KO consécutifs dans la première reprise. C'est un 4e KO consécutif dans la première reprise pour Matt Frevola, sauf que cette fois-ci c'est lui qui l'encaisse et c'est dû à Benoît Saint-Denis. Benoît, il est tout simplement incroyable. Il est stratosphérique. C'est sa 13e victoire en carrière en MMA. Sur ses 13 victoires, les 13 se sont fait sur finish. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il me semble que c'est son 4e KO TKO. Et le reste, ce sont des victoires par soumission. Ça démontre bien le fait que Benoît, c'est un combattant complet. Il est à l'aise dans tous les compartiments du MMA, que ce soit au sol, que ce soit en clinch, que ce soit en lutte, que ce soit en striking évidemment. Il est à l'aise absolument partout. Benoît Saint-Denis, c'est un combattant spectaculaire dans un octogone, c'est juste fou. C'est son 3e combat en 2023. 3e combat en 2023, 3e finish. Et en plus de cela, regardez qui il a affronté quand même. Ismaël Bonfim. Il l'a soumis assez facilement. Ismaël Bonfim qui était considéré comme le prospect le plus intéressant de la catégorie des poids légers. On sait que la catégorie des poids légers, c'est la catégorie la plus difficile, la plus relevée de tout l'UFC. Il le tabasse avec ses kicks et ensuite il arrive à le soumettre au sol. Ismaël Bonfim, il met un terme, je pense, si je me souviens bien, à une série de 13 victoires consécutives du Brésilien. Il était donné perdant par énormément de gens. Benoît Saint-Denis dans ce combat. Ensuite, il affronte Thiago Moises qui est un vétéran de l'UFC, qui est vraiment une référence aussi dans la catégorie des poids légers. Thiago Moises, Islam Makhachev a dû passer par Thiago pour ensuite se voir attribuer le title shot. Bon, je sais qu'il y a eu Bobby Green, il me semble, entre-temps, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous passez l'étape Thiago Moises, vous êtes prêt pour le top 15 de la catégorie des poids légers. Et là, Benoît vient de le confirmer une nouvelle fois avec brio, avec ce KO au premier round, en s'imposant face à Matt Frevola, qui était numéro 14 de la catégorie des poids légers, ce qui veut dire que Benoît va faire son entrée dans le top 15 des combattants les plus dangereux, les plus monstrueux de toute l'organisation, de l'organisation numéro 1 du MMA. Il n'a que 27 ans, il a encore une marge de progression énorme. Il évolue sous l'égide de Daniel Warin, qui est un combattant, qui est un coach qui s'est occupé de certains combattants et parmi les meilleurs combattants du monde, Anderson Silva, Lyoto Machida pour ne citer que. Non, c'est incroyable. Franchement, je suis bluffé par Benoît Saint-Denis, que ce soit sportivement parlant, par ses performances, par son talent, mais aussi en termes d'état d'esprit. État d'esprit de guerrier. On sait que c'est un ancien membre des forces spéciales françaises et il arrive à retranscrire cet état d'esprit guerrier qu'il a eu au cours de sa vie, au cours de sa carrière de soldat. Cet état d'esprit de guerrier, on le retrouve aussi dans ses combats. Il est tellement explosif. C'est pour moi le combattant français le plus spectaculaire qu'on ait à l'heure actuelle au très haut niveau du MMA. Parce qu'on a aussi Cédric Doumbé, c'est vrai. Mais Cédric Doumbé qui pour l'instant ne compte qu'un seul combat au PFL. Sinon à part ça, ce sont des combats au MMA GP. Benoît Saint-Denis, il arrive à produire du spectacle au plus haut niveau à l'UFC dans la catégorie la plus relevée. J'ai vraiment hâte de voir quel est le prochain défi là pour Benoît Saint-Denis qui fait son entrée dans le top 15 du coup de la catégorie des poids légers. On l'a vu réclamer un combat contre Mateusz Gamrot, contre Arman Tsarukyan, contre Justin Gaethje, Dustin Poirier. Justin Gaethje qui était présent d'ailleurs au Madison Square Garden, tout comme Dustin Poirier. Je pense qu'il va falloir encore un petit peu de temps pour que l'UFC propose à Benoît Saint-Denis des top 5 et des top 10 de la catégorie des poids légers. Là, je vais checker un petit peu le ranking de la catégorie des poids légers pour voir qui y a d'intéressant pour Benoît Saint-Denis
dans le top 15 en fait de cette division archi bouchée de la catégorie. Alors qui est-ce qu'on retrouve dans le top 15? Renato Moicano, Bobby Green, ça pourrait être vraiment intéressant. Jalin Turner, Rafael Dos Anjos, Dan Hooker qui lui est classé numéro 9. Il y a des beaux combats, à faire. Moi, j'aimerais bien voir un Bobby Green, Benoît Saint-Denis, parce que Bobby Green, c'est un vétéran, c'est un grand nom à l'UFC. Si Benoît parvient à éteindre complètement Bobby Green, ça ne pourrait qu'être bénéfique pour sa hype. Pourquoi pas Rafael Dos Anjos aussi, qui est un grand nom, qui est ancien champion à l'UFC. Ça aussi, ça pourrait être très intéressant. Mais ce qui est sûr, c'est que la hype et la popularité de Benoît Saint-Denis, elle va continuer d'exploser. Parce qu'être capable d'infliger un tel finish à un combattant américain au Madison Square Garden devant un parterre de stars, il y avait Ned Diaz, il y avait des humoristes, des rappeurs, etc. Madison Square Garden, c'est the place to be. C'est l'arène, la salle la plus mythique du sport. Quel que soit le sport dont on parle, soit du basket, de la boxe anglaise ou du MMA, c'est juste incroyable et c'est mérité pour Benoît Saint-Denis qui, ça se voit, est un vrai bosseur, qui est entouré par une équipe de grands professionnels et qui continue à faire son bonhomme de chemin et pas dans n'importe quelle catégorie, dans la catégorie la plus relevée de toute l'organisation. Bravo et chapeau vraiment à Benoît Saint-Denis qui a installé la clim au Madison Square Garden. Avant de passer au main event, j'ai envie de m'attarder particulièrement sur le co-main event entre Thomas Spinell et Sergey Pavlovich. Et on a un deuxième champion britannique à l'UFC, le troisième au total avec Michael Bisping, Leon Edwards et Thomas Spinell. Thomas Spinell qui a éteint la lumière de Sergey Pavlovich. J'attendais ce combat avec beaucoup d'impatience. Je pronostiquais Thomas Spinell vainqueur, mais par soumission. Pour moi, Sergey Pavlovich était vraiment très dangereux debout. Et ça s'est confirmé parce qu'il me semble que c'est passé proche, non pas d'un KO, mais Sergey Pavlovich a connecté Thomas Spinell au début du combat. Heureusement que Tom a un sacré menton parce qu'il n'y en a plus d'un qui serait tombé sous les coups de Sergey Pavlovich. Mais Thomas Spinell, quel homme, quel combattant, il est juste incroyable. J'aime énormément sa personnalité, il est humble, il est respectueux et il recule devant aucun défi. Il a accepté d'affronter Sergey Pavlovich qui est resté sur 6 KO consécutifs au premier round, qui fait figure d'épouvantail de cette division. Il y en a plus d'un qui esquive Sergey Pavlovich. Thomas Spinell a accepté de l'affronter en short notice. Il n'a eu que 2 semaines pour préparer cet affrontement et ce grand risque à payer puisqu'il devient champion intérimaire de la catégorie des poids lourds. À la base, ça devait être Jon Jones versus Stipe Miocic. Jon Jones qui était censé défendre pour la première fois de sa carrière la ceinture des poids lourds. Le combat a sauté complètement de la carte puisque Jon Jones s'est blessé, vous le savez. Je me souviens que quand j'ai appris la nouvelle du forfait de Jon Jones et de l'annulation du combat contre Stipe Miocic, j'avais dit qu'au change, les fans gagnaient à voir Thomas Spinell et Sergey Pavlovich s'affronter. Il y a énormément de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, principalement des fans de Jon Jones, mais je maintiens ce que j'ai dit. Thomas Spinell, Sergey Pavlovich, sur le papier, il n'y avait pas moyen de faire un meilleur combat que celui-ci pour la ceinture intérimaire des poids lourds. Mais en tout cas, la rapidité, la vivacité de Thomas Spinell avec ses poings, c'est incroyable. Sur la première droite qui connecte Sergey Pavlovich, ça a été tellement vite qu'on a presque du mal à percevoir ce qui s'est passé. Tom lance sa droite mais d'une vitesse. Sergey Pavlovich est sonné. Ensuite, Thomas Spinell termine le travail avec un gauche-droite, je pense. En tout cas, c'était un 1-2, que ce soit droite-gauche ou gauche-droite. Ça a été tellement vite. Sergey tombe par terre. Les coups qui mettent KO, c'est pas forcément toujours les coups les plus puissants, c'est les coups qu'on ne voit pas arriver, auxquels on ne s'attend pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Sergey Pavlovich s'est fait prendre, il a été pris de court par la rapidité de la combinaison de Tom à Spinell. On en avait parlé avec Movsar Ibragimov lors de l'analyse et pronostics. Pour moi, Sergey Pavlovich, c'est le meilleur boxeur de cette catégorie des poids lourds. Mais s'il y avait bien un combattant dans la division qui était capable de rivaliser avec sa boxe anglaise, c'est bien Thomas Spinell, qui s'entraîne qui s'est entraîné et qui s'entraîne toujours à l'heure actuelle avec Tyson Fury, qui est ce qui se fait de mieux en boxe anglaise chez les poids lourds. Il compte aussi un combat professionnel à son actif en boxe anglaise et il est impressionnant, Thomas Spinell. Son explosivité m'impressionne, sa boxe anglaise m'impressionne. Il a utilisé les kicks aussi pour démolir la jambe d'appui de Sergey Pavlovich. Je pense qu'il était à 2 ou 3 calf kicks de vraiment éteindre la jambe d'appui de Sergey Pavlovich. Contrairement à Sergey qui est un one-trick pony qui utilise principalement sa boxe anglaise pour s'imposer, Thomas Spinell, 100% de victoire sur finish, par soumission, par KO TKO. Il arrive
Il est arrivé qu'il amène ses adversaires au sol, qu'il les tabasse en grande pente. Il est arrivé qu'il amène ses adversaires au sol et puis qu'il les soumette. Il est arrivé qu'il mette des gros KO debout, en boxe anglaise, en boxe thaïlandaise, comme il l'a fait avec Sergei Spivak, en clinch, un coup de genou, ensuite un coup de coude. C'est incroyable. J'aime trop ce combattant. Est-ce qu'on avait déjà vu des combattants poids lourds aussi techniques et aussi complets que Thomas Spinal? John Jones, lui, à la base, c'est un lourd léger. Donc, est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme un poids lourd? Moi, je vous parle d'un vrai poids lourd naturel. Plus de 115, 116 kilos comme Thomas Spinal, qui en plus de cela est jeune, n'a que 30 ans. L'avenir est devant lui et c'est un très beau champion, honnêtement, Thomas Spinal dans cette catégorie des poids lourds. Maintenant, il faut voir ce qui va se faire pour l'avenir de cette catégorie. Apparemment, John Jones et Stipe Miocic vont s'affronter en 2024. John Jones et Stipe, je pense, vont prendre leur retraite après ce combat. Quel est l'intérêt pour John Jones d'aller affronter Thomas Spinal pour unifier les titres en quelque sorte? Moi, je suis à la place de John Jones. Je prends la poudre d'escampette parce que Tom est un gros poids lourd naturel. Il est complet, il est explosif, il est dangereux. John Jones est loin devant en termes de hype et de popularité par rapport à Thomas Spinal. Il n'y a aucun intérêt à aller se taper contre quelqu'un d'aussi dangereux que Thomas Spinal. Du coup, je pense vraiment que John Jones et Stipe Miocic vont s'affronter et qu'ensuite les deux combattants vont prendre leur retraite et que, à l'image de ce qu'on a vu JSP avoir droit comme traitement il y a quelques années, il me semble, de la part de l'UFC, je pense qu'après le John Jones Stipe Miocic, je pense vraiment que Thomas Spinal va voir sa ceinture intérimaire être transformée en ceinture de véritable champion des poids lourds. Et quelle sera la défense de titre de Thomas Spinal? Je pense qu'il y a une possibilité pour qu'elle se fasse contre Cyril Gane. Cyril Gane qui a refusé d'affronter Thomas Spinal si le combat ne se faisait pas pour la ceinture. Cyril Gane qui reste sur une victoire contre Sergei Spivak, qui était classé en dehors du top 5 de la catégorie des poids lourds, qui reste sur 2 défaites dans des combats pour le titre, mais qui reste aussi le challenger numéro 1 de cette division des poids lourds. Imaginez un seul instant que ce Thomas Spinal, Cyril Gane se fasse à Londres, parce que je ne pense pas que Tom va défendre son titre à Paris. Ça m'étonnerait que le challenger reçoive cet honneur-là. Non, je pense vraiment que Thomas Spinal, si le combat contre Cyril Gane se fait et qui se fait pour la première défense de titre de Thomas Spinal, je pense vraiment que ça va se faire à Londres. Passons maintenant au combat principal de cette UFC 295, Jiri Prochazka versus Alex Pereira. Victoire par KO technique au 2e round d'Alex Pereira qui devient double champion UFC après avoir réussi l'exploit de devenir le premier double champion Glory Kickboxing. En quelques années, Alex Pereira réussit l'exploit de devenir double champion dans 2 disciplines différentes et dans les organisations les plus prestigieuses de la discipline en question, le Glory pour le kickboxing et l'UFC pour le MMA. Il bat Israel Adesanya, l'ancien champion des poids moyens, et là il bat Jiri Prochazka, l'ancien champion des lourds légers. C'est juste incroyable ce qu'a réussi à faire Alex Pereira. Par contre, le stop de l'arbitre qui donne la victoire à Poatan, je trouvais sur le moment même que c'était prématuré. J'ai pas trop compris ce qui se passait. Alors certes, Jiri se fait connecter par une droite et ensuite le fameux crochet gauche d'Alex Pereira. Il trébuche, il essaye d'amener Pereira au sol, il tente le double leg. Pereira réplique avec un hammer fist, ensuite avec plusieurs coups de coude. J'avais l'impression que Jiri trébuche et ensuite l'arbitre met un terme aux hostilités, estimant que Jiri avait été déconnecté. Sur le moment même, je me répète, mais j'ai trouvé que c'était un stop beaucoup trop prématuré. Mais ensuite, Jiri Prochazka a avoué à Joe Rogan en interview post-combat qu'il s'était bien fait déconnecter et du coup, on ne peut plus remettre en question le finish et le stop de l'arbitre Marc Goddard qui a bien fait de mettre un terme aux hostilités. Alex Pereira s'impose par KO technique dans la 2e reprise face à Jiri Prochazka. Performance plutôt réfléchie, mesurée de la part d'Alex Pereira, même de la part de Jiri Prochazka. Je l'ai trouvé beaucoup plus intelligent qu'il en avait l'habitude. Alex qui, comme à son habitude, a tabassé la jambe d'appui de son adversaire. Globalement, j'ai trouvé que Jiri était beaucoup plus prudent dans cet affrontement et ça témoigne de la maturité de Jiri Prochazka parce que sur certains combats contre Dominic Reyes, contre Volkan Ozdemir, il prenait énormément de coups, sans parler de son combat contre Glover Teixeira, il prend énormément de coups et c'est
c'est pas bon pour la longévité de sa carrière, surtout que là on parle de lourds légers, des combattants extrêmement lourds, plus de 93 kg les sorts de combat, ça peut compromettre l'intégrité physique de Jiří Procházka. J'ai trouvé que ses mouvements, sa technique peu orthodoxe avait à quelques reprises perturbé Alex Pereira, qui lui est un kickboxer académique, très technique, très propre, et qui n'a pas l'habitude de faire face à ce genre de profil de combattant qui... comment dire, qui envoie des coups par en bas avec des angles improbables, une technique très bizarre, il faut le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que Jiří combat sans peur. C'est incroyable, il a avancé, il a réussi à mettre la pression à Alex Pereira, il a réussi à l'acculer contre la cage à de multiples reprises. Mais au final, il se livre, à l'image de ce qu'il a produit par le passé dans certains de ses combats, il se livre et il se fait punir en contre avec une droite et le fameux crochet du gauche d'Alex Pereira qui prouve que c'est vraiment une arme de destruction massive. Alex Pereira a call-out Israel Adesanya, il a envie que ce combat se fasse, mais à mon avis, le Stylebender va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire, c'est-à-dire prendre une longue pause. Quoique, si on lui propose un title shot chez les lourds légers face à Alex Pereira, on pourrait revoir Israel Adesanya faire son retour à l'UFC plus tôt que prévu. Une trilogie en MMA contre Alex Pereira, c'est vendeur, à moins que Jamahal Hill ne se va offrir le title shot. C'est l'ancien champion de la catégorie des lourds légers. Il a été obligé de laisser sa ceinture vacante après s'être fait une grosse blessure au niveau du tendon d'Achille. Est-ce que Jamahal Hill est prioritaire? On ne sait pas, tout dépend de est-ce qu'il est prêt à l'instant T ou pas à disputer un combat contre Alex Pereira. Si ce n'est pas le cas, s'il est encore trop juste physiquement parlant, je pense qu'il y a des chances pour que l'UFC contacte Israel Adesanya, lui propose le title shot chez les lourds légers pour une magnifique trilogie entre Alex Pereira et Israel Adesanya. Je pense que j'ai été assez complet. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ce débrief vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.